Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du 7-8 l'Hebdo, une émission pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 9 juin. Une actualité marquée par les 25 ans de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, l'établissement organisé pour l'occasion de nombreux événements sur ses différents sites avec notamment la première édition du TEDx, une conférence dédiée à l'innovation. Mustapha Larbaoui, notre invité fil rouge pour cette émission. Le futur ex-président de l'Étoile sportive de Trappes quittera dans quelques jours son poste après 14 ans de service. Nous évoquerons avec lui ses souvenirs et le regard qu'il porte sur l'avenir du club. Enfin, dans le reste de l'actualité locale, nous reviendrons sur la préparation du bac à quelques jours des premières épreuves ou encore l'inauguration du skatepark à Maurepas. Mais on ouvre cette émission sur un rassemblement ce vendredi matin à Montigny-le-Bretonneux. Entre 200 et 300 salariés du groupe para-pétrolier Saipem étaient présents devant les locaux de leur entreprise pour protester contre la suppression prévue de 251 postes sur les 1800 du site. Des suppressions inscrites dans le cadre du plan de sauvegarde de l'entreprise. Écoutez à ce propos le représentant du syndicat CFDT. Le dirigeant du groupe reçoit les jeunes à la ferme du Banais aujourd'hui. Et parmi les jeunes, une partie d'entre eux vont être licenciés demain. Donc on trouve ça quand même un peu déplacé. Donc on a mis à profit ce jour pour manifester. On demande de revoir leur copie, on demande éventuellement un plan de départ volontaire sur toute la société. Il y a des candidats et on ne veut pas de suppression définitive de postes. Contacté par la rédaction de TV Fil 78, la direction de Saipem France n'a pas souhaité faire de commentaires. Dans le reste de l'actualité, un anniversaire et les 25 ans de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. L'occasion pour le personnel, les étudiants et les anciens de se retrouver lors d'une journée spéciale ce jeudi. Au programme de nombreuses animations et notamment le premier TEDx UVSQ, une conférence consacrée à l'innovation. C'était à Versailles. Retour sur cette première avec Mélanie Poquet. Invisible mais essentiel, décliné en différentes disciplines. C'était le thème du premier TEDx UVSQ, un projet mené par 4 étudiants de l'Institut supérieur de management de l'université. À la base, on voulait orienter sur tout ce qui est mystérieux et en fait, on s'est rendu compte que ce qui était souvent mystérieux, c'est ce qu'on ne voyait pas, donc l'invisible. Et donc on s'est dit, c'est vrai que dans le monde qui nous entoure, il y a beaucoup de choses qui sont essentielles mais qui restent invisibles. Et c'est une chance unique d'avoir une conférence qui pourrait nous permettre de connaître ces choses invisibles. Une conférence consacrée à l'innovation, 18 minutes pour chacun des 5 intervenants. Une première pour un anniversaire, celui de l'université. L'UVSQ souffle ses 25 bougies. Quand les premiers sont arrivés, ici il y avait des bancs, il y avait des cerveaux, et comment tout s'est monté, les labos de recherche. On est à la fois très jeune, on a toujours une taille humaine qui nous permet de réagir très très rapidement. Tout le monde se connaît, ça c'est important. Mais 25 ans, on se projette aussi maintenant vers l'avenir. Pour cette année scolaire 2016-2017, l'Université Versailles-Saint-Quentin a accueilli plus de 18 000 étudiants. Du sport à présent et deux grands noms de la pétanque étaient ce mercredi au club des Clés-sous-Bois. Le champion du monde malgache Nanou, licencié dans la ville, et son compatriote Cobra, qui est également en équipe nationale, ont participé tous les deux au traditionnel tournoi du club local. Les deux joueurs se préparent en vue du Masters de pétanque prévu cet été. On écoute leur réaction au micro de Michael Elmidoro. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment de l'entraînement, mais c'est seulement du décrachage, juste pour lancer quelques boules, pour se mettre à l'aise avec le climat. C'est par rapport au climat, tu vois, il vaut mieux être ici avant que d'arriver à la veille ou tout ça, parce qu'après on va être fatigué. Ici, on va préparer à fond les masters pour faire les nationaux et essayer de gagner les masters. Notre invité du jour pour cette émission pratique peut-être la pétanque. Qui sait, en tout cas, il connaît bien le football puisqu'il préside l'Étoile sportive de Trappes depuis 14 ans. Mustapha Larbaoui, bonsoir. Bonsoir. La pétanque, du coup, avant de parler de football, est-ce que c'est votre truc? Et si oui, est-ce que vous tirez? Est-ce que vous pointez? Non, très sincèrement, c'est pas un sport que je pratique. Mais peut-être dans l'avenir, vous aurez un peu plus de temps. J'aurai un peu plus de temps pour le coup, ouais. Mais ça reste un sport, donc il faut le pratiquer avec assiduité. Oui. Alors, vous n'êtes pas avec nous, évidemment, pour parler de pétanque, mais plutôt de football, puisque vous quittez la présidence du club de Trappes. D'ailleurs, est-ce qu'on peut encore vous appeler président? Et si oui, jusqu'à quand?
juridiquement président jusqu'au 24 juin prochain. Donc juridiquement, oui, président du club jusqu'à cette date. Ça fait 14 ans précisément que vous êtes à la tête de ce club. Vous étiez arrivé à la fin d'un cycle, c'est pour cette raison que vous partez, c'est pour laisser, on va dire, la place peut-être à quelqu'un avec des nouvelles idées, une nouvelle vision du foot. Pourquoi vous partez en fait ? Vous avez tout dit. J'ai toujours considéré que prendre les rênes d'une entreprise humaine, quelle qu'elle soit, associative, entrepreneuriale ou même des mandats électoraux, j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas s'accrocher et qu'il fallait savoir passer la main. Donc ça fait maintenant 2 ans que j'y pense, 1 an que je le construis, donc la sortie. Et puis maintenant, je pense qu'il est temps de laisser la main. C'est quelque chose qu'on construit d'ailleurs, on ne part pas comme ça, toujours. Il faut se préparer. Moi j'ai toujours pensé que présider, c'était à la fois être dans son quotidien, parce qu'il faut constamment répondre aux demandes et aux sollicitations du jour et du quotidien, mais c'est prévoir, donc c'est anticiper. Donc il faut anticiper quand on gère ce type d'association, ce type de structure, c'est y mettre, allez, on va dire, pour employer des grands mots, une philosophie, un cap, une politique sportive. Il faut donc toujours se projeter dans l'avenir, donc anticiper. Il faut aussi anticiper sa sortie et la prévoir. Et aujourd'hui, quel est le sentiment qui vous anime? C'est de la tristesse, de la nostalgie, le sentiment du devoir accompli aussi peut-être? On va en parler du rôle social de ce club à Trappes. Quel est le sentiment qui prédomine chez vous aujourd'hui? Les sentiments que vous venez d'évoquer, tout de suite, puisqu'on en parle, ça évoque tout de suite de la tristesse, parce que c'est une partie de votre vie. Je suis en train de me rendre compte qu'effectivement ça va se terminer. Donc il y a ce côté déjà nostalgique. Mais en même temps, c'est surtout la fierté d'avoir travaillé avec des équipes qui depuis 14 ans ont été pour la plupart auprès de moi, qui ont travaillé donc à mes côtés, qui ont fait un travail admirable. Donc là, on est en train de faire le bilan de 14 ans, on parle de ma personne, mais en réalité, c'est essentiellement les trappistes qui m'ont fait confiance, les éducateurs, les trappistes, ceux qui ont mis leurs enfants. C'est un club de plus de 1000 licenciés. Oui, donc, qui a grossi avec le temps et qui est aujourd'hui le club le plus important, je crois, des Yvelines. Alors des Yvelines en termes de, je dirais, de nombre, mais en même temps avec des résultats sportifs que tout le monde peut voir sur Internet. Toutes les équipes sont en Ligue, les équipes 1, les équipes 2 sont au niveau... Alors en Ligue, c'est donc la région, mais pour les équipes 2, les équipes B, elles sont toutes au meilleur niveau du département. Donc en termes de résultats et en termes de nombre, ça fait maintenant du club de foot de Trappes un très très bel espace pour apprendre le foot. Et plus que le foot d'ailleurs, puisqu'on a aussi la transmission des valeurs. La transmission des valeurs, ce sont des mots comme ça, mais dans la réalité, il se passe beaucoup de choses. Et de ça, on en est fiers. Encore une fois, toute une équipe autour de moi. On va parler peut-être de vos souvenirs en presque 15 ans, et il doit y en avoir forcément beaucoup, c'est logique. C'est une question un peu difficile à laquelle il faut répondre, mais si vous deviez retenir un moment, un événement, un fait marquant, que ce soit peut-être une victoire, une défaite, une rencontre, une satisfaction, laquelle serait-elle? Malheureusement, je n'ai pas de date, d'événement, de match précis. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les week-ends sont ultra intenses. On a l'impression d'être au zapping, on a l'impression d'être au multiplex de Canal+. Il y a tellement d'équipes qui sont sorties à l'extérieur ou sur les terrains de Trappes. Il y a tellement de monde sur les routes qu'on est en connexion permanente. Donc c'est tous ces moments-là, c'est tous ces week-ends intenses que l'on vit. C'est des joies, c'est des vestiaires avec des matchs gagnés. Des moments difficiles. Des montées. Ça fait partie. Mais voilà, on retient aussi des moments difficiles. Des moments difficiles, mais qu'on retient aussi dans le cadre d'une solidarité, dans le cadre de l'union qu'on a pu avoir les uns avec les autres. C'est vraiment le cas d'une famille, tout simplement. Donc oui, il y a eu des décès, par exemple, et des accidents, j'entends extra-sportifs. Très récemment, d'ailleurs. Très récemment, voilà, extra-sportifs, mais qui sont des moments que l'on vit intensément ensemble. Mais 14 ans, si je dois les résumer, c'est quand même du bonheur. Il nous faut beaucoup d'émissions pour résumer 14 ans, j'imagine. C'est du bonheur. C'est beaucoup de choses, donc c'est chronophage. Mais c'est du bonheur. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça si on n'aime pas les gens avec qui on travaille. On ne fait pas ça si on n'aime pas être dans l'action. Et puis c'est beaucoup de travail. Votre parcours est plutôt original, puisqu'à la base, vous et le foot, c'était pas forcément une destinée, c'était pas tracé. Aujourd'hui, vous êtes devenu un passionné de football. Vous pouvez le dire clairement. Vous avez appris à aimer le football. Alors,
J'ai toujours aimé le football, mais je me suis réellement rendu compte dans l'exercice de la présidence et en étant au quotidien avec les éducateurs et tous ceux qui pratiquent le foot que c'est véritablement un art, c'est véritablement une science. Il y a un vrai boulot qui est effectué, il y a vraiment des connaissances. Alors, ce qu'on sait du foot, c'est au travers des interviews de quelques joueurs à la télé, de quelques... On se moque souvent du football, il y a beaucoup de ce qui se passe dans l'extra sportif. Mais la réalité, c'est que quand on commence à rentrer dans le vif du sujet, c'est à la fois de la stratégie, c'est à la fois de la tactique, c'est du coaching, il y a une vraie science du football. Voilà. Et ceux qui le pratiquent savent de quoi on parle. Aujourd'hui, vous, le football, c'est terminé ou vous pourriez revenir, que ce soit à Trappes ou ailleurs, avec votre expérience désormais avec 14 ans de présidence? Non, pour moi, c'est terminé. J'ai pour habitude de dire que pour moi, c'est toujours pareil. Il ne faut jamais dire jamais, à ce qui paraît. Alors, pour le coup, il ne faut jamais dire jamais, donc je le dirai quand même, concernant le foot. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai appris, maintenant j'ai 56 ans, j'ai vraiment appris que tout était pareil, que techniquement les choses étaient différentes, mais que c'est toujours pareil. Donc voilà, j'ai fait de l'associatif, j'ai fait de l'entreprise, aujourd'hui un club de foot. On peut passer à autre chose. On peut passer à autre chose parce que je considère qu'on peut faire plein de choses. Techniquement, les choses sont différentes. On doit donc les appréhender, on doit travailler le sujet. Mais globalement, ça reste du travail de vis-à-vis, ça reste du travail de relationnel. On va parler de votre avenir. Une autre question, peut-être le rapport avec ce club et cette ville. J'imagine déjà votre réponse à ma question, mais est-ce que vous diriez qu'à Trappes, avec le contexte que l'on connaît, qu'il soit bon ou mauvais, le rôle du président d'un club de foot à Trappes est un peu plus que sportif? Est-ce qu'on a un rôle à part, c'est-à-dire surtout social, envers les enfants, envers les familles? On sait que c'est des milieux souvent très défavorisés. Est-ce que vous avez le sentiment d'être plus qu'un président sportif, d'être presque un président social? Alors pour le coup, je dirais pas parce que je suis président du club de foot de Trappes. C'est juste que c'est ma nature d'aller au-delà de la technicité, au-delà du foot, au-delà de ce qu'on enseigne. Ouais, moi j'ai le sentiment qu'on a un vrai devoir parce qu'on a quand même majoritairement des enfants. Et c'est précieux, c'est délicat, il y a des choses qu'il faut enseigner. Donc, je ne dirais pas spécifiquement à Trappes, je pense que je me comporterai de la même façon partout et dans tous les domaines. Est-ce qu'on peut être président de football à Trappes comme on peut l'être partout? Oui. Est-ce que n'importe qui peut venir demain Oui, il n'y a pas un rôle particulier dans cette ville-là? Non, pour moi, il n'y a rien de particulier. Encore une fois, le football, c'est de la discipline. La discipline, une fois qu'elle est bien comprise, admise, qu'elle est bien transmise, c'est-à-dire que les gens la comprennent, c'est un art. Et cet art-là, il est enseigné de la même façon à Trappes qu'ailleurs. Le rapport dans le respect, voilà. Pour moi, tout ça, c'est des choses qu'on peut, par définition, administrer de la même façon à Trappes qu'ailleurs. Il n'y a pas une spécificité pour moi de Trappes. Par contre, Trappes a effectivement ses sensibilités qu'on peut avoir. Comme toutes les villes. Voilà, comme on peut avoir des villes de 30 000 habitants en Bretagne, dans le sud de la France. Mais clairement, pour moi, en tous les cas, je ne me suis pas inscrit dans une différenciation. Pour bien comprendre quand même votre marque à vous, on va parler de votre académie que vous avez lancée il y a presque 2 ans avec du soutien scolaire gratuit. Ça va perdurer, ça? C'est parti pour continuer? Alors, j'en suis plutôt fier avec mes équipes, encore une fois. Alors, ce n'est pas du soutien scolaire, je le précise, c'est du renfort maths français. Je suis d'ailleurs très content d'apprendre que la nouvelle majorité commence à rentrer un petit peu dans ce type de discussion, c'est-à-dire faire en sorte qu'au collège et surtout en CM2, puisqu'il s'agit du CM2, de faire en sorte que le renfort soit fait en maths et en français sur le CM2, donc on a un peu anticipé. Mais c'est surtout que, pour moi, c'est juste une évidence, c'est-à-dire que ça doit correspondre aux valeurs que l'on transmet, et en même temps, on enseigne le sport pour que le physique suive. J'ai envie que le cerveau suive également. Aujourd'hui, vous quittez un club de football en bonne santé, son avenir est assuré, vous n'êtes pas inquiet? Non, je ne suis pas inquiet, il est très apaisé. Vous ne seriez pas parti sinon, j'imagine? Je ne serais pas parti à ce moment-là, je serais parti probablement plus tard, mais j'ai attendu le moment où c'était très apaisé, très structuré, où il y a vraiment des hommes et des femmes qui sont en place, et pour moi, il n'y a aucune difficulté. En tout cas, si je pars, c'est parce que c'est bien construit, et en même temps, j'ai vraiment envie de m'occuper de mes parents en priorité. C'est vraiment l'objectif majeur. On dirait Tsardal Walidin, c'est-à-dire qu'on se doit de donner à ses parents. En tous les cas, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et voilà. Et en même temps, je remercie tous ceux et celles qui ont travaillé
pour ces 14 magnifiques années. Et forcément, vous allez garder un regard particulier sur les résultats du club. J'imagine Oui, qu'on ne quitte jamais vraiment un club. Non, bien sûr. Là, c'est l'affect qui va continuer à m'animer. Bien sûr, je vais regarder Trappes plutôt qu'un autre club, mais voilà, avec une distance, avec une distance, bien évidemment. Puis après, il y a d'autres choses à faire. Il y a une vie après la présidence. Justement, on va parler de cette vie-là, ça va être ma dernière question, sans parler de politique, puisqu'on est en week-end électoral. Certains vous prédisent une carrière politique pour la suite, pas forcément tout de suite, mais pour les années à venir. C'est des rumeurs, ça a du sens quand même pour vous, vous y pensez, ou alors c'est complètement faux? Je connais l'expression qui dit on ne prête qu'aux riches. Aux riches, j'entends aux riches d'expérience, aux riches de pas forcément au terme, sur le plan monétaire. Non, ce sont que des rumeurs. Moi, j'ai envie d'une vie publique. On assimile souvent la vie publique à la vie politique. Moi, c'est l'associatif qui m'intéresse le plus. Après, il ne faut jamais dire jamais, je crois. Ouais, on revient dessus, oui. Merci Moustapha Larbaoui d'être venu en plateau. On vous souhaite du coup le meilleur pour la suite. Merci à vous. Encore. Tout de suite, on passe à l'actualité de la semaine. Une actualité marquée par les révisions du bac. Les premières épreuves se déroulent la semaine prochaine. C'est donc la dernière ligne droite pour réviser. Et c'est le cas par exemple de Perrine, une étudiante de Villepreux qui passe un bac pro esthétique. Nous l'avons suivi dans ses révisions. Un reportage de Nicolas Dandry et Camille Lambert. Histoire, français ou management, 5 épreuves attendent Perrine. Plus qu'une semaine pour réviser avant de passer son bac pro esthétique. Et même si cela ne fait que quelques jours qu'elle a commencé, le planning est déjà chargé. Je vais réviser un petit peu le matin, forcément une première matière, une matière dont j'ai pas moins besoin de réviser, comme l'histoire géo, je suis plutôt à l'aise donc ça va. Et après l'après-midi, je vais surtout bosser les grosses épreuves, celle de par exemple d'esthétique et celle de vente, où c'est un peu plus difficile, du coup je vais plus bosser celle-ci l'après-midi. Le stress commence à monter, j'avoue, mais ça va. Après, je sais que j'ai révisé tout au long de l'année mes cours, donc je me dis que ça va. En fait, elle est très très stressée. Alors là, ça va, mais je pense que 5 jours avant, ça va monter petit à petit. Ça va monter petit à petit, et en fait, la veille, il ne faudra pas lui adresser la parole. Un stress que Perrine arrive quand même à maîtriser. Sa méthode, accompagner ses révisions de musique ou d'une série. Pour bien m'occuper en même temps, je préfère faire plusieurs choses en même temps parce que sinon je suis pas motivée pour faire mes fiches en fait. Donc voilà, ça me permet de me motiver, de mettre de la musique. Je fais des fiches tout simplement. Après, moi je sais que je relis aussi beaucoup mes cours. Les définitions surtout, les mots importants. Après, s'il y a une phrase qui me paraît très importante, je vais la marquer. Mais après, c'est surtout des abréviations. C'est les choses les plus importantes. Ça sert à rien d'écrire exactement ce qu'il y a dans le cours parce que sinon ça sert à rien de recopier. Comme près de 700 000 candidats en France, Perrine est attendue jeudi 15 juin pour la première épreuve. C'est la première fois qu'elle passe cet examen et elle espère bien la dernière. La finale départementale de robotique, c'est lundi. Les 10 établissements sélectionnés choisissent actuellement les équipes qui porteront leurs couleurs. Direction le collège Romain Roland de Sartrouville qui effectue une compétition interne pour choisir son champion. Un reportage de Maxime Lemaine pour le département des Yvelines. Quel robot représentera le collège Romain Roland de Sartrouville à la grande finale du concours robotique initié par le conseil départemental? C'est ce que doit définir aujourd'hui ce jury, déjà impressionné par le circuit, reflet de l'implication des élèves, comme l'explique Mathieu Lemaître, étudiant à l'ISTI qui les a épaulés tout au long du projet. Ils ont vraiment su développer quelque chose autour de la ville du futur, qui était le sujet principal. On sent qu'ils y ont mis leur cœur, leur motivation et leur vécu de tous les jours. Pour en arriver là, les élèves ont même travaillé en dehors du temps scolaire, une fierté pour le proviseur. C'était pas un projet qui était facile au départ. C'est des élèves qui sont très impulsifs, mais qui ont démontré leur capacité de travailler en équipe, de faire des concessions, de faire des choix et de les assumer jusqu'au bout. Savoir assumer, une valeur importante, soulignée à plusieurs reprises par le jury, notamment lors du passage de cette équipe venue sans robot. On n'a pas eu de robot à cause d'un élève qui a voulu changer les capteurs, mais il n'a pas eu le temps de les replacer. Pendant plus d'une heure, chacune des 4 équipes tente de convaincre le jury.
sont évidemment évaluées les performances du robot, mais également la présentation orale. Ça s'est assez bien passé. On a essayé de faire comme on pouvait, malgré il y avait peut-être un petit peu de stress. C'était bien, mais sauf que le robot, on n'a pas pu le compléter. On aurait aimé que la programmation soit parfaite pour la présenter devant le proviseur. Le verdict tombe, c'est l'équipe Futurix qui représentera l'établissement. Ça s'est bien passé, il y a un très bon esprit d'équipe. On s'est tous répartis les tâches. Il y avait une bonne entente dans l'ensemble. Désormais soutenu par les autres équipes, Futurix doit peaufiner son robot pour affronter ceux des 9 autres collèges qui participeront à la grande finale le 12 juin. Plus de 70 mètres de long, une dizaine d'éléments, un ensemble en béton. Le nouveau skatepark de Morpa a été inauguré il y a quelques jours. Situé au Stade du Bois, il accueillera des riders morpasiens mais aussi des villes voisines. Mélanie Poquier. Ils sont à l'origine du projet. Les jeunes de Morpa ont rêvé d'un nouveau skatepark. Il a été inauguré vendredi 2 juin dernier. L'ancien était très vieillissant et même dangereux, parce que j'ai dû le faire fermer parce qu'il y avait des plaques métalliques qui se soulevaient. Et donc après, ça a été soumis au vote des Morpasiens. Et plus de 200 votes se sont prononcés sur ce projet. Et donc voilà, après on a engagé un groupe de travail que j'ai souhaité participatif. Proposé lors d'un projet participatif et d'un budget de moins de 100 000 €, la structure est en béton, un matériau pérenne. Une piste de 72 mètres de long, une dizaine d'éléments pour rider. Ça fait longtemps qu'on attend ça et puis c'est au rendez-vous, hein. Ça glisse bien, ça roule bien. On a tout ce qu'il faut, on est content. Ce qu'on attendait depuis des années, du béton. Parce que tu vois, le goudron qu'on a là, c'est pas tip top. Donc c'est cool qu'il y ait eu un investissement pour le skatepark. Dès son inauguration, le skatepark était pris d'assaut. Le maire lui-même n'a pas pu résister. Après les routes et l'archéologie, autour du tourisme, le rapprochement se poursuit entre les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Les élus des deux assemblées étaient réunis il y a quelques jours au conseil d'administration pour réfléchir à un développement mutuel du secteur. Les précisions avec ce reportage de Nicolas Dandry. L'Île-de-France a attiré 46,7 millions de touristes en 2015, un secteur majeur dans le cadre du rapprochement entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, et cela à travers une politique commune sur la stratégie du développement du tourisme des deux territoires. On a défini 8 axes de travail qui sont, on ne va pas les rappeler les 8, mais il y a ce que je viens de dire, le tourisme rural, le tourisme d'affaires, le tourisme hôtelier, le tourisme patrimonial, etc., le tourisme de la Seine. 8 priorités choisies après un travail lancé en septembre dernier. Les membres de la commission tourisme de l'EPI Yvelines-Hauts-de-Seine ont rencontré près de 150 professionnels du tourisme pour connaître leurs attentes. Le premier objectif, c'était déjà de faire un diagnostic de la complémentarité qu'il peut y avoir entre le 78 et le 92. Avec Versailles et avec, bien sûr, notre axe Seine, qui est quelque chose de fondamental. Et puis du côté du 92 également, avec la Défense, qui est un lieu aussi d'un développement touristique d'affaires qui est fondamental et important. Avec ces deux pôles touristiques, les deux collectivités partagent aussi la Seine, un site stratégique pour développer des activités pour les visiteurs nationaux et internationaux, avec en ligne de mire le développement économique. Ce potentiel, simplement, il doit être mis en cohérence, avoir une politique d'ensemble pour le promouvoir. On voit bien que Paris est saturé, d'ailleurs, et donc il y a vraiment un champ là qui est tout à fait important, producteur aussi d'emplois et de croissance. Il est normal que l'Ouest parisien cherche à récupérer, à capitaliser sur cette richesse. Cette stratégie interdépartementale est portée sur 4 ans, entre 2017 et 2021. Un point d'étape sur cette politique sera effectué lors d'une assemblée en 2019. Et on referme cette émission du côté de Versailles où des élèves de 6e ont écrit et mis en scène des spectacles autour d'une thématique, les déchets. Le projet intitulé « Trier ses jouets » est initié par la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc, le metteur en scène Éric Bouvron, la compagnie Barfoot et le Moi Molière. Regardez. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard, réfléchir à notre avenir de ce gâchis. Y en a marre. Ouais, c'est pas mal. Une fable de La Fontaine détournée, c'est le fil conducteur de leur spectacle. Ces élèves de 6e A du collège Raymond Poincaré participent à Trier ses jouets, un projet pédagogique. C'est de faire réfléchir et faire s'exprimer les enfants à propos
du recyclage, de l'environnement en général, mais là plus axé sur le recyclage et les déchets, et qu'est-ce qu'on fait des déchets, à travers une approche ludique et artistique, où ils vont pouvoir s'exprimer en créant, en écrivant, en composant, en imaginant des danses, des textes, tout ce qu'ils veulent. Accompagnés de leur professeur de français et d'un intervenant, ils créent leur histoire de A à Z. Avant l'août, foi d'animal, intérêt principal. Chacun a ramené un peu de sa pomme et à la fin on a tout mélangé et ça fait quelque chose d'assez bien avec le prof, etc. Même si le projet de base c'est quand même de s'amuser et tout ça, c'est quand même un vrai problème pour l'humanité. Le problème de la pollution, du gâchis et tout ça. Leur spectacle, c'est le résultat de 6 séances d'1h30 de travail étalées sur 2 mois. Une représentation unique est prévue durant le mois Molière. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos reportages en replay sur tvfil78.com ou l'application TVFil. N'oubliez pas d'aller voter. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.